Voilà, on va commencer maintenant un nouveau chapitre sur les matrices. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des applications linéaires, c'est l'algèbre linéaire, c'est de travailler sur des applications linéaires. On a mis du temps avant d'attaquer les matrices. Ça me paraît salutaire parce que bon, ça vient contrer un petit peu la tendance qu'ont pas mal de gens de tout de suite passer à la matrice, de tout de suite passer à l'outil de calcul. Et ça fait quand même pas de mal de travailler sur l'application linéaire en elle-même pendant un certain temps pour montrer déjà qu'on est capable de se passer pour pas mal de résultats fondamentaux de l'outil de calcul. De la même manière que ça fait du bien de se passer d'écran, que ce soit d'ordinateur ou de télévision, pendant un certain temps et être dans la vraie vie. Mais ici, vous êtes bien, tout se passe bien. Euh, Là maintenant, ça y est, on va attaquer les matrices et on va partir de EF de K espace vectoriel de dimension finie et on va regarder ce qu'on appelle les matrices à coefficient dans K, d'accord, dans le corps, et il y aura M lignes, M à gauche c'est les lignes, et N colonnes, et on place des éléments. En fait, c'est juste des modules de rangement, c'est Ikea, c'est ça, c'est les matrices, c'est juste des meubles d'apothicaire. Et bon, on a cet objet petit f qui est une application linéaire dans f, mais maintenant on va mettre une base dans tout ça. D'abord une base sur E, ensuite une base sur f. On va supposer que E est de dimension n et f est de dimension m. Alphabétiquement, c'est pas génial, mais bon, voilà, on va. Le tout, c'est de savoir qu'ici c'est les lignes, ici c'est les colonnes, et qu'en fait les colonnes ça va correspondre à l'espace de départ et les lignes à l'espace d'arrivée. Voilà. Maintenant, on sait un théorème fondamental de l'algèbre linéaire que petit f va être entièrement déterminé par l'image d'une base fixée de E. Cette base fixée, ça y est, c'est fait. Et on va écrire f de EJ égale somme forcément de I égale 1 à M de AIJ de FI. Alors faites attention au I qui est ici. D'accord? Et maintenant, vous avez donc ça pour tout J de 1 à N, d'accord? Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on sait qu'on a fixé ces deux bases, et ben pour avoir un renseignement sur F, pour avoir une caractérisation de F, il suffit d'avoir les AIJ, d'après le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Donc, on va se servir de ces meubles-là qu'on vient de se procurer pour y mettre ces AIJ. Ils sont parfaits puisque ces meubles, c'est un rectangle. Et on va les mettre dans ce sens-là. Alors là, il y a évidemment une convention de lignes, de qu'est-ce qu'on met en ligne et qu'est-ce qu'on met en colonne. Alors, en gros, ce dont on se souviendra, c'est que l'espace, quand on a une matrice, l'espace de départ, on le voit ici, c'est la base ici de l'espace de départ, d'accord, qu'on a fixé. Et on va regarder l'image de la base et on le regarde en colonne, puisqu'on fait dérouler les lignes petit i. D'accord ? Voilà. Et on a bien un objet que l'on écrit, voilà, ça c'est AIJ. Si on a besoin de préciser, on précise que I compris entre 1 et M et J compris entre 1 et N. Et on a ce qu'on appelle une matrice. Voilà. On écrit mat de F, donc la matrice de F, dans la base E pour la base de départ. Donc je mets la base de départ à droite et la base d'arrivée à gauche. Donc ça, c'est important puisque de toute façon, il faut mettre les bases puisque c'est la matrice dans une base, même dans deux bases.
Et selon les ouvrages, on va avoir E à gauche, F à droite, ou E à droite, F à gauche. Ça, c'est vous qui voyez dans les livres. L'avantage ici, ça va être pour avoir une relation de châle quand on va regarder la loi Rond. C'est quand même toujours agréable d'avoir une relation de châle plutôt qu'une relation de châle inversée. C'est l'unique avantage et l'unique convention. Alors maintenant, quelques exemples. D'accord, donc bon, évidemment, si f c'est l'application nulle qui envoie tout élément de E vers 0 de f, bon, ben, vous vous doutez qu'ici vous allez avoir des zéros partout, donc vous allez avoir une matrice rectangulaire avec des zéros partout, la matrice qu'on appelle la matrice nulle. Bon, évidemment. Si maintenant on va de E dans E et qu'on munit le premier E de la base petit e, on n'est pas obligé, hein, a priori, et le deuxième E de la base petit e aussi, hein, c'est un truc, on n'est pas obligé hein, de prendre la même base, alors la matrice, ça va être une matrice assez spéciale. D'abord, comme on va de E dans E, on va avoir une matrice carrée, et ensuite pas n'importe quelle matrice carrée, parce que c'est l'identité, donc EI, ben, f de EI, ben, comme c'est l'identité de EI, c'est donc EI. Et EI, ça veut dire que f de EI, ici on va avoir un 1 au moment de EI et des 0 ailleurs. Donc ici, quand on va regarder EI, f de EI en colonne, ben, on va avoir des 0 partout et un 1 pile à la IM ligne ici. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Alors cette matrice identité, évidemment, elle joue un rôle important puisque c'est un élément neutre pour la loi Rond, quelque sorte. Et donc l'application ici, linéaire identité étant importante, la matrice identité va être importante aussi. Et il faut bien photographier cette matrice-là avec des 1, 1 comme ça. D'accord ? Et c'est amusant parce qu'on vient de voir que finalement, ces conventions vont faire que cette diagonale-là de 1 va être importante, alors que cette diagonale-là de 1 n'a pas cette même importance dans les applications linéaires. Voilà. Autre chose sur les matrices qui va être très récurrent, toujours pareil, si E égale F, et si on met la même base ici à gauche et à droite. Et ben, je prends cette base E, et je vais regarder le sous-espace EK engendré par les 4 premiers éléments de la base, de petit 1 jusqu'à petit EK. Et ben, on a F, attention, donc il est dans L de E dans E, donc c'est un endomorphisme, hein, on appelle ça un endomorphisme de E. Et regardez cette forme, donc ça, on l'écrira comme ça voudrait dire que ici on a des éléments, bon, qui peuvent être nuls ou qui peuvent ne pas être nuls, mais en tout cas, on a séparé un endroit, et ici on met un 0, ça veut dire que partout, il va y avoir des zéros. Et puis ici, on a des choses, voilà. Alors, que nous dit cette matrice, qu'est-ce qu'elle nous chante là, à avoir cette forme-là? Eh bien, simplement que si elle a cette forme-là, ça veut dire que les éléments EJ de la base J de 1 à K vont, leur image, d'accord, par F, va s'écrire en fonction des éléments de 1 à K. Ça veut dire qu'ils vont être donc tous dans EK. Et si toute une base de EK s'envoie par petit f dans EK, vous comprenez bien que ça veut dire que EK est stable. Donc je l'écris, f de EK inclus dans EK. Alors c'est une inclusion qui peut être stricte, hein, parce que vous pouvez avoir que des zéros ici, et là f est nul. Hein. Mais c'est intéressant de voir ça. Réciproquement, si f de EK, s'il n'y avait pas, je vais le faire par la contraposée, s'il n'y avait pas que des zéros ici, j'aurais un élément non nul. Ça voudrait dire que j'aurais un élément de la base qui ne s'enverrait pas dans EK, puisqu'il sort ici de EK, il y a un élément non nul.
Et donc, je n'aurai pas la stabilité f de k inclus dans le k. Donc, on a une équivalence. Ça valait le coup de le voir. Bon, alors maintenant, on pourrait imaginer que j'ai mis la charrue avant les bœufs, dans le sens que j'ai regardé des matrices d'application linéaire et pas encore des matrices de vecteurs. Oui, mais qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, regardez, qu'est-ce que ça va être la matrice d'un vecteur? Ben, la matrice d'un vecteur, on prend U, un vecteur de E, vous le savez tous, si U s'écrit dans la base EI, des EI ici, somme de UI, EI, donc UI c'est les coordonnées, on l'écrit en colonne, d'accord? Et on va appeler ça la matrice de U dans la base E, d'accord? Pourquoi c'est la même chose en fait? Pourquoi ceci va impliquer cela? Parce qu'il y a une façon naturelle d'assimiler l'espace vectoriel E à l'espace des applications linéaires de K dans E. D'accord? Ben oui, si on prend U, un vecteur de E, alors on peut définir, d'après toujours le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, un F tel que F de 1, donc le 1 de K ici, est égal à U. Et comme 1 est une base du K espace vectoriel K, qui est de dimension 1, alors on en déduit qu'on a un isomorphisme, d'abord que F est bien défini, puisqu'il est défini par l'image d'une base, et il est défini de façon unique. Ici, on a un isomorphisme. Donc en fait, E, c'est rien d'autre que L de K, E. C'est identifiable, complètement identifiable. Et on ne peut pas dire qu'on a fait le choix d'une base, puisque 1, c'est la base canonique de K. Donc, il n'y a pas eu de choix. Voilà. Donc, bah oui, ça veut dire que quand on va regarder ce vecteur comme une application linéaire, on va lui appliquer la matrice, d'accord? On va regarder en quelque sorte, je vais l'écrire ici, ça, d'accord? C'est la matrice de, alors je vais l'appeler F indice U, d'accord? De F indice U, je pars de mon espace de départ pour la base 1 et la base E pour l'espace d'arrivée, d'accord? Qui est E. Voilà, donc ça, c'est rien d'autre, ce vecteur colonne que vous avez dû voir maintes et maintes fois, c'est rien d'autre que la matrice d'une application linéaire qui est canoniquement associée au vecteur. Voilà. Et maintenant, puisqu'on a fait de K dans E, on va faire de E dans K. Et maintenant, c'est-à-dire L de E dans K, c'est ce qu'on appelle le dual. Donc si phi est dans le dual de E, alors vous savez que à partir du moment où il y a une base E de grand E, eh ben, il y a sa base duale dans E étoile, et phi peut s'écrire de façon unique dans la base duale. D'accord? Oui, je n'ai pas parlé d'unicité ici des écritures, voilà, tout ça, les AIJ sont uniques, ça c'est bien défini parce que les AIJ sont uniques, etc. etc. Je me rends compte que j'ai oublié de le dire, mais je pense que vous aviez rempli les intervalles. Alors, ici, donc on a phi qui s'écrit de façon unique comme ça. Et donc, ça veut dire maintenant, si on regarde la matrice de phi ici, dans la base E de grand E et dans la base 1 de K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vais regarder, donc, faut regarder en colonne. Qu'est-ce qu'on a au début? Ça va être phi de E1. Phi de E1, mais dans la base 1 de K. Ça veut dire phi de E1, si vous regardez phi de E1, vous appliquez E1 là, et d'après la base duale, on va avoir phi 1. C'est-à-dire phi 1 fois 1.
le 1 de K. Donc ici, on met phi 1, puisqu'on est dans la base 1 de K. Et ensuite, on aura phi 2, etc., phi n. Ce qui va faire en gros, au final, que les matrices de vecteurs vont s'écrire en colonne, tout est impliqué par ça, les matrices de vecteurs vont s'écrire en colonne, naturellement, et les matrices d'éléments du dual vont s'écrire en ligne, c'est naturel, c'est à cause déjà, tout est là, hein, toutes les définitions sont déjà là. Donc maintenant, on va mettre des opérations sur toutes ces matrices afin de rendre compte par le calcul ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la géométrie vectorielle. Voilà. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Voilà, vous avez compris le programme. Maintenant, on va faire des opérations sur les matrices qui vont raconter ce qui se passe au niveau de la géométrie. Donc, bon, l'addition des matrices, ben, c'est comme des additions de vecteurs, c'est coordonnées par coordonnées, hein, d'accord, hein. Et en fait, vous pouvez faire un exercice que la matrice de f plus g, quand on a bien fixé toutes les bases, évidemment, c'est la matrice de f plus la matrice de g, bon, c'est exactement ce qu'on veut. Pareil, vous pouvez multiplier par un scalaire une matrice, donc c'est coordonnées, vous multipliez par le scalaire, coordonnée par coordonnée. D'accord, le lambda, il va partout, hein, dans toutes les coordonnées, il s'éparpille. Et ici, ça donne, ce calcul donne la matrice de lambda fois f. D'accord, hein, je rappelle que L de EF est un espace vectoriel. Donc il était normal de regarder ces correspondances. Maintenant, voilà pour les opérations d'espace vectoriel. Bon. Maintenant, on fera un résumé après. Hein. Maintenant, regardons, on a défini la matrice d'un élément du dual et la matrice de U. Et en fait, regardez, tout va se passer là-dedans pour la suite, pour la loi rond, pour l'application de F à U qu'on va voir plus tard. Regardez, tout se passe ici. Vous prenez phi, donc phi s'écrit dans la base dual, d'accord, somme de phi, EI étoile, et U s'écrit dans la base. Maintenant, quand vous appliquez phi à U, c'est normal, hein, ils sont faits pour se réunir, on a phi s'applique à U, et bien ici, ça donne quoi? Ben, quand on va regarder, quand on va développer phi1 E1 étoile de U, ben, il va rester que celui-ci, d'après la définition de la base duale, c'est-à-dire phi1 fois U1. Et puis pareil, phi2 fois U2, et on va avoir une somme de phi I, UI. Comme on a vu que phi s'écrit matriciellement en ligne et U matriciellement en colonne, on voit maintenant une opération se dessiner pour cet accouplement entre une application linéaire et un vecteur. D'accord? Et cet accouplement matriciellement, il va se voir comme ceci, c'est-à-dire qu'on a une ligne fois une colonne, et il faut le penser, hein, d'accord, comme ça. Donc c'est un peu, ce calcul est un peu visuel, hein, voilà quoi. Faut regarder, faut imaginer ces petites flèches là. Phi 1 va aller vers U1, phi 2 va aller vers le deuxième. Donc la colonne, d'accord, correspond à la ligne donc la colonne de la première matrice va se multiplier avec la ligne de la deuxième matrice. Et on fait la somme de tout ça. Voilà. Ça, c'est ce qui est, ça va être l'élément fondamental. Je vous avais dit que le dual, c'est la particule élémentaire des applications linéaires. Et pareil, l'espace ici, parce que dans L de EF, si je mets L de EK, ben j'ai le dual. Si je regarde L de KF, ben c'est F,
c'est l'espace. Donc c'est vraiment les particules élémentaires. Hein. Et on commence à regarder ces matrices et regarder ces accouplements là entre application linéaire et vecteur. On regarde ça au niveau élémentaire. Voilà. Maintenant, on regarde, passons, puisque maintenant on sait le faire là, normalement on devrait savoir le faire pour f de EF. Et je veux essayer de comprendre f de U, hein, pour un U donné, bon j'ai fixé mes bases, et se demander qu'est-ce que c'est que f de U, c'est se demander quelles sont ses coordonnées, d'accord, dans cette logique de calcul dans laquelle on est, quelle est sa coordonnée, sa ième coordonnée dans la base f. Ça c'est dans f, hein, d'accord, c'est dans grand F, qui est muni de la base petit f. Bon, il y a beaucoup, ça fait beaucoup de f, hein, mais c'est pas grave, faut s'y retrouver. Et ça veut dire qu'on regarde la forme coordonnée, la ième forme coordonnée, donc la phi étoile, de f de u. Et c'est ça qu'on se demande, c'est-à-dire fi étoile rond f de u. Et ce qui est important, c'est que là, on a un élément, d'accord? Donc f, il va de E dans grand F, fi étoile va de F dans K, donc globalement on va de E dans K, c'est linéaire, donc on est dans E étoile. Donc vous voyez bien que se poser cette question, qu'est-ce que c'est que f de U, revient à se poser la question, qu'est-ce que c'est que la coordonnée IM de f de U, qui revient à se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'image d'un élément du dual de E sur un élément de E. Mais ça, on a déjà répondu à la question. Donc ça veut dire que la matrice dans la base F de U, ça va être la matrice de F de EF. Ça, bah, les lignes de... bon, après ça demande une petite vérification précise, mais les lignes de cette matrice-là, d'accord, ça c'est une matrice rectangulaire, dont les lignes sont justement ces objets-là. D'accord ? Ce sont ces objets-là. Et donc, ça veut dire qu'on va multiplier chaque ligne de la matrice de gauche par la colonne. De toute façon, il n'y a qu'une colonne, c'est monocolonne, là, par la colonne qu'on a ici. Bon, c'était pour expliquer des choses que vous connaissez déjà. Hein. Je me base sur le fait que vous avez déjà passé une licence et vu ces choses-là plus concrètement, mais je voulais l'expliquer à partir de là. Donc, en général, on a dit opération sur les matrices, on avait fait une addition, une multiplication, et on va faire une multiplication générale entre deux matrices, une. Alors, il faut qu'elles aient la bonne taille, parce que vous voyez que ce qu'il faut, c'est que le nombre de colonnes ici doit être égal au nombre de lignes pour qu'elles soient multipliables. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, si elles sont multipliables, alors on va écrire AIJ égale fois la matrice BJK, c'est la matrice CIK, et c'est, vous voyez, comme on a le même nombre ici de colonnes que de lignes là, en fait, ce petit dessin que j'ai fait, ces petites flèches qu'on fait correspondre un élément de la même colonne à un élément de la même ligne, ici, c'est le même J, ça veut dire c'est le même J qu'on va avoir ici. Et on fait la somme pour tous ces J de A, I, J, B, J, K, et on aura ce C, I, K. C'est comme ça qu'on va définir la multiplication matricielle. Alors attention, deux matrices rectangulaires de taille quelconque ne sont pas multipliables forcément. Il faut qu'il y ait le même nombre de colonnes à gauche que le nombre de lignes ici. Et en fait, on peut tout ramener ce problème à un problème de dual, parce que c'est ça l'objet élémentaire. Voilà, on va faire le bilan un petit peu. On a une opération, une nouvelle opération, sur les matrices, où ici, le nombre de colonnes à gauche est égal au nombre de lignes à droite, pour pouvoir avoir toujours la possibilité de multiplier ici et ici. Et on va ici dans M, MP. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de relation de Chasles.
L'opération, elle est un peu plus difficile que l'addition et la multiplication par un scalaire, qui étaient des choses terme à terme, coefficient par coefficient. Là, on a CIK, c'est la somme de J égale 1 à N de AIJ BJK. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de relation de Schall. Je vous fais remarquer que en physique, il y a ces relations qu'on appelle, non, les notations, pardon, on appelle les notations d'Einstein, où en fait on se donne même pas la peine d'écrire le sigma. En fait, on écrit juste ça, et ça veut dire que c'est une somme sur les J possibles. Ils avaient tellement, je pense, de sommes dans leur calcul que ça devenait inutile. Et ça surchargeait les notations, donc ils ont enlevé la somme. Bon, nous on va pas le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette multiplication raconte? Ben, elle raconte la loi ronde, c'est-à-dire que ici on a une application de E dans F et une application donc linéaire hein, de F ici dans G, donc petit f dans F, G linéaire de F dans G. On a muni bien sûr des bases bien fixées. Et en fait, ben, on a G rond F, d'accord, qui va de E dans G, qui sont munis de bases, donc on peut écrire la matrice de G rond F, dans les bases E et G. Je vous rappelle que à droite, je mets la base de départ, et à gauche, la base d'arrivée. C'est grâce à ça que je vais avoir une jolie relation de Schall. Ici, c'est la matrice de G, FG, la matrice de F en EF. D'accord? Et on voit bien l'intérêt d'avoir le même nombre de colonnes ici que de lignes ici, parce que les colonnes, ça va correspondre ici à l'ensemble de départ, et qui doit être l'ensemble d'arrivée, ici à gauche. Voilà. Hein. Alors, maintenant, donc voilà une formule que vous pouvez démontrer. De toute façon, les particules élémentaires de cette formule, en quelque sorte, ce sont juste quand on choisit une ligne et quand on choisit une colonne, la multiplication d'une ligne par une colonne, toujours pareil, ça vient du dual. Et ici, donc, ce qu'on a vu, que la matrice de f de u, dans la base f, donc ça c'est la matrice d'un vecteur, et ben c'est la matrice de f de la base E vers la base f, fois, pour la même multiplication ici, c'est le même fois, hein, que j'écris comme ça pour l'instant, de mat de u, E. Voilà. Donc on a réussi à parler un petit peu de cette multiplication. Je vais essayer de faire pour les opérations, pour les autres opérations, une synthèse, un théorème, soit E muni de base E, F muni de base F, donc c'est toujours de dimension finie. On regarde l'espace vectoriel L de EF, et à petit f ici, hein, on lui associe sa matrice, oui, bon, ben ça je ne l'ai pas écrit, mais je devrais l'écrire, hein. C'est à f, on associe la matrice de f de la base E dans la base F, tout ça c'est fixé, d'accord? Et bien, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la multiplication n'est pas impliquée là-dedans. Quand on ajoute les matrices, quand on ajoute les applications linéaires, on ajoute les matrices. Quand on multiplie par un scalaire, on multiplie les matrices par un scalaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et c'est un isomorphisme parce que on a le théorème fondamental de l'algèbre linéaire qui nous dit que pour une matrice donnée, c'est-à-dire pour l'image d'une base donnée, en fait une matrice c'est juste la donnée d'une image, de l'image d'une base, et ben on a un unique ici, une unique application linéaire. Entre autres, on retrouve que la dimension ici de cet espace, c'est la dimension de cet espace, c'est-à-dire m fois n, et ça on l'avait déjà vu, que la dimension de L de EF, c'est dimension de E fois dim de F, d'accord? Voilà, si vous voulez regarder ça aussi autrement, on a vu que L de EF était, par le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, isomorphe à F puissance dim de E. Et finalement, c'est un peu ça qui est caché derrière. Maintenant, si on veut impliquer sous une forme de jolie structure la notion de multiplication matricielle liée à la loi ronde, c'est avec la notion d'algèbre.
Mais L de F n'est pas une algèbre, parce que de E dans F, vous ne pouvez pas avoir la loi rond. Vous allez avoir dans AND de E, bah là, si vous mettez AND de E, bah là, vous pouvez composer, parce que vous avez la même chose ici et ici. Donc là, AND de E, pour la loi plus, multiplication par un scalaire, et la loi rond, alors, ça va correspondre, donc c'est ce qu'on appelle une algèbre, hein, on en a déjà parlé, ça va correspondre à des matrices, alors cette fois-ci Mn de K, donc ici c'est des matrices carrées, hein, je ne mets pas Nn, je mets juste un N, bon, c'est la notation iloine, et ici on a Mn de K, plus, point, et là le rond a été remplacé par un multiplié, hein, comme ici le rond par un multiplié. Et on a toujours un isomorphisme, une bijection ici, mais là, cette fois-ci, grâce à cette formule, c'est un isomorphisme d'algèbre. Voilà. Bon, après, tous les détails, les preuves ou les choses comme ça, de ça, qu'on n'a pas tout à fait, mais moralement, on l'a fait parce qu'on a regardé juste la chose élémentaire, je vous laisse regarder quand même dans des livres. Hein, voilà. Mais généralement, c'est pas ça qui pose des problèmes à qui que ce soit. Hein. C'est juste. Après, faut avoir l'œil, quoi. Faut savoir multiplier de là à là sans se tromper, sans avoir trop de problèmes entre les deux yeux, quoi. Voilà. Très bien. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Voilà, alors on a vu une addition, une multiplication par un scalaire et une multiplication interne, mais avec condition à l'appui. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut un nombre de colonnes qui correspondent au nombre de lignes. Maintenant, on va avoir une seconde vague de choses, c'est bon, une petite vague hein, quand même, hein. C'est des involutions. Hein, ces matrices sont dotées de deux involutions. Une, ça va être la transposition, et l'autre, ça va être l'inversion, bon, à condition, bien sûr, qu'on se restreigne à des matrices d'abord carrées, et ensuite inversibles. Et voilà, on aura à peu près tout l'outillage de calcul dont on a besoin sur les matrices, à condition bien sûr qu'on sache cet outillage, à quoi il correspond dans le monde des applications linéaires. Et bien là, on va voir l'involution transposée. C'est une involution, ça veut dire que quand on le fait deux fois, on retombe sur ses pattes. La transposée, ça veut dire qu'on prend une matrice, elle est rectangulaire, et on va remplacer ces colonnes, on va dire, par des lignes. Voilà. Donc ça va faire qu'une matrice Mn va devenir une matrice Nm. Donc ça, c'est pas un problème. Vous le transposez à vue en lisant en colonne et vous écrivez les lignes. Donc vous lisez, voilà, la jème colonne, ça va correspondre à la jème ligne de la matrice. Voilà. À quoi ça correspond cette action? Pourquoi on s'y intéresse? C'est pas juste pour le plaisir de transposer une matrice et d'écrire en vertical. En fait, c'est parce que ça provient de la dualité. Si vous prenez une application linéaire, petit f de E dans F, deux espaces vectoriels, alors vous en avez toujours pareil avec la dualité, une deuxième gratuite, qu'on appelle la transposée, mais cette fois-ci qui va aller de F étoile dans E étoile. Donc déjà, on commence à voir l'idée des changements de lignes et de colonnes, d'accord, déjà dans les tailles des matrices, de phi qui a phi associe phi rond f, hein, et qu'on appelle, en fait, phi rond f, ça va être donc ça, f transposé de phi, d'accord. Donc regardez, hein, vous avez phi qui est dans f étoile, donc ça va de f dans k, f qui va de E dans F, et F transposé de phi, c'est l'application qui va de E dans K, donc elle est bien dans E étoile, parce que tout ça c'est linéaire, et ici,
c'est phi rond f, c'est-à-dire f suivi de phi. Voilà. Et on a défini l'application transposée. Elle est bien définie, parce que si c'est linéaire là ça va bien de E dans K et c'est bien linéaire. Et puis, f transposé, vous vérifiez qu'elle est linéaire. Quand on remplace phi par une combinaison linéaire de phi i, ben là on a une combinaison linéaire des f transposés de phi. Donc ça, c'est pas difficile. Et cette opération transposée par les matrices va bien correspondre, alors il faut le dire bien, à la transposition de l'application linéaire. Donc, si vous voulez, ça, moi je le vois, tout ce monde de matrices, comme un monde des ombres, quoi, voilà, quoi, du calcul, mais le bon objet, hein, si on pense à la caverne de Platon, où on voit des ombres dans la caverne, Platon voit des ombres dans la caverne, et en fait, nous ne voyons que des ombres, alors que ce qu'on voit, c'est juste la projection d'objets plus fondamentaux. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est un peu le monde des matrices, le monde des ombres, et les bons objets, hein, ici, les objets fondamentaux, hors de la caverne de Platon, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la formule? Le théorème, on va dire, si on veut l'appeler théorème, si ça vous amuse. La matrice de f transposé, qui est une application linéaire d'un espace dans un autre. Dans quelle base? La base de départ, on va prendre ici, hein, on va prendre base E, base F. Donc ici, on va prendre une base de départ, forcément F étoile et là E étoile. Donc ça, c'est la base de départ et la base d'arrivée. Je vous rappelle que je le mets à gauche. Donc ça a un sens. Et bien, c'est égal à la matrice de F de E dans F. Donc ça, c'est encore les bases. Mais la matrice transposée pour la transposition, alors ça c'est une transposition qu'on vient de définir, mais ça c'est la transposition de remplaçage des colonnes par des lignes et inversement. Voilà. Alors la preuve est, bon, une fois qu'on a écrit ça, on doit pouvoir en exercice, vous devez pouvoir le faire en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que f transposé de, alors ici je vais prendre le jème élément dans le départ, donc fj étoile. Il faut montrer que c'est égal à la somme d'éléments ici ei étoile avec des coefficients et que ces coefficients sont exactement les coefficients de la matrice transposée, c'est-à-dire si la matrice était AIJ, donc normalement s'il n'y avait pas eu le transposé, j'aurais mis AIJ, mais là c'est la transposée, donc j'ai remplacé les lignes par les colonnes et inversement, donc c'est AJI maintenant EI étoile. Si la matrice de F, dans les bases EF, ici, hein, c'est AIJ. Voilà, vous voyez, on a transposé. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Alors comme on est dans le monde des applications linéaires, des formes linéaires en particulier, on peut évaluer pour montrer une égalité, hein, ça doit être un réflexe pour vous, l'évaluation. Hein, vous montrez ça en utilisant le théorème fondamental de l'algèbre linéaire et en évaluant sur une base. Donc je vais prendre ma base, donc je vais prendre un élément quelconque de la base, il faut qu'on ait l'égalité là ici, on pourra assurer cette égalité si et seulement si on a une égalité pour tout k, d'accord, d'accord, puisque ici on est là-dedans, d'accord, hein, ça c'est là-dedans, donc on applique à EK. Donc j'applique à EK, bon, et ben ça fait par définition de F transposé de FJ étoile, hein, d'accord, ici, ça fait par définition FJ étoile rond F, d'accord, ici j'ai mis FJ étoile, donc FJ étoile rond F, c'est-à-dire FJ étoile de F de EK, bon j'ai abrégé ici. Maintenant, f de EK, eh ben, par définition de la matrice de F, c'est somme de AI K FI, d'accord? Le K est là et le I là. Maintenant, je vais faire FJ étoile, il n'y a que le terme en J, donc je développe, et il n'y a que le terme en J où on ne va pas avoir de 0, et on va avoir un 1. Ça veut dire que ici, j'aurai un J là, puisque le I à gauche est à gauche par rapport à ce i là. Donc ici,
je vais avoir AJK. Mais maintenant, il faut montrer que c'est égal à ceci appliqué en EK. Bah, oui, parce que quand vous allez appliquer ça en EK, le seul non nul, ça va être pour I égale K, et ça va bien être AJK. Voilà, donc on a montré cette chose-là, et on va avoir un objet important qui est l'involution transposée sur les matrices, mais aussi on l'a défini sur le dual. Comme d'habitude avec les histoires du dual, vous voyez que quand on va faire F transposé, transposé, on va aller de E étoile, étoile dans F étoile, étoile, c'est-à-dire moralement de E dans F. Mais regardons matriciellement ce qui se passe, et il faut bien se servir des matrices, d'accord? On voit quelque chose d'intéressant, on aurait pu se passer des matrices, mais là on va le voir. Ben, quand on transpose 2 fois les matrices, eh ben, on retombe sur nos pattes, et on retombe sur la matrice de départ. Et ben, ça veut dire que ce théorème veut dire que quand on va transposer 2 fois F, eh ben, on va retomber sur nos pattes, c'est-à-dire F transposé, transposé. Une fois qu'on a assimilé le bidual à l'espace, les deux biduaux à l'espace, et ben aux espaces, et ben on aura F transposé transposé égale F. Hein, voilà. Tout ça, c'est de la bidualité. Je vous conseille de le voir peut-être dans une deuxième, si la bidualité, ça vous pose des problèmes, cette assimilation de E à E bidual, bon, vous reverrez ça en deuxième lecture. Voilà. Maintenant, on va regarder l'autre involution, l'involution inverse, mais qui demande beaucoup de conditions aux matrices. Bien, une autre involution, mais sur des matrices spéciales, carrées, inversibles, qui va arriver et qu'on va étudier. Donc, une matrice A, alors cette fois-ci, c'est une matrice carrée, un coefficient dans le K est inversible. S'il existe B, une matrice B de même taille, hein, telle que AB égale BA égale l'identité. Et on note alors B égale A moins 1. Donc l'identité, c'est cette fameuse matrice avec que des 1 sur ce qu'on appelle la diagonale principale de la matrice. Alors, remarquez, maintenant, on va regarder ça. Hein, cette opération en quelque sorte matricielle, on va la regarder au niveau des applications linéaires, c'est-à-dire ici des endomorphismes. On va regarder F, un endomorphisme de E muni de la base petit e, et A, c'est la matrice de F dans E. On a vu qu'on avait un isomorphisme, en particulier une bijection, c'est-à-dire, à partir du moment où on a une matrice là, on peut récupérer un endomorphisme unique ici. Et pareil pour B avec G, toujours dans la même base. Donc maintenant, bon, c'est même plus une relation de Chasles hein, ici, mais on a ici, si on veut écrire BA égale identité, ça va s'écrire matrice de G fois matrice de F égale, ben ça on l'avait dit tout à l'heure, c'est la matrice de l'identité. Donc, ça se produit, c'est la matrice de G rond F, et c'est la matrice de l'identité. On applique encore l'isomorphisme, en tout cas la bijection, là, ça fait G rond F égale identité. Voilà. Mais si G rond F égale identité, vous noterez que F est injectif. Pourquoi? Parce que si F de X égale 0, alors G rond F de X égale forcément 0 aussi, puisque G de 0, ça fait 0, le vecteur nul, hein, évidemment. Et donc l'identité de E de X égale 0, c'est-à-dire que X égale 0. Donc F est bien injectif, puisque le noyau est nul. Mais la formule du rang appliquée aux endomorphismes, et en général aux applications linéaires où il y a même dimension à gauche et à droite, et ben, ça implique que F injectif, ça implique que F est surjectif, donc F est bijectif. Alors ça c'est important, parce qu'il y a un truc dans la théorie des ensembles, où si F est injectif, si F est bijectif, alors
il existe un unique inverse à gauche qui est aussi inverse à droite, d'accord? Voilà, inverse à gauche, c'est ça la définition, hein, G est inverse à gauche de F, et là c'est G est inverse à droite de F, et ce sont les mêmes, donc ici, le même G va faire le travail d'inverse à gauche et d'inverse à droite. Alors attention, il n'y a pas cette unicité en général, mais quand F est bijectif, alors on a l'unicité de l'inverse ici. Maintenant, ce résultat qu'on vient de voir au niveau des... C'est un théorème de théorie des ensembles basique à bien connaître, hein, d'ailleurs. Hein. Donc maintenant, on regarde ça au niveau des matrices. Ben, ça veut dire que si A appartient à Mn de K, B appartient à Mn de K, on a juste besoin d'avoir BA égale IN pour avoir automatiquement AB égale IN, et c'est-à-dire B égale 1 moins 1. Donc vous n'avez pas, même si a priori la définition disait qu'il fallait avoir ceci et cela, bah là on a besoin de vérifier que l'un pour avoir l'autre automatiquement. Voilà, maintenant je continue avec des petites choses que vous pouvez voir en exercice sur les deux involutions. Donc si A est inversible, vous faites A moins 1, moins 1, ben vous retombez sur A. Donc vous le faites en... Ben, AB, si A est inversible et B est inversible, alors AB est inversible, et AB moins 1 égale B moins 1 A moins 1. Voilà. La transposée de la transposée, bon ça c'est évident, c'est A, par construction de la transposée, on échange les demi-colonnes. La transposée de AB, vous pourrez vérifier que c'est la transposée de B fois la transposée de A. Donc ces deux involutions sont des anti-automorphismes en quelque sorte. Mais attention, la transposée est linéaire, alors que moins 1, c'est pas du tout linéaire. Hein. D'ailleurs, une combinaison linéaire d'inversibles n'est en général pas inversible. Ouais, n'est pas toujours inversible. Et autre chose qui va servir dans la suite, c'est que transposée et moins 1 commutent. C'est-à-dire si vous prenez la transposée d'une matrice inversible, la transposée est aussi inversible, et son inverse, c'est la transposée de l'inverse. Voilà. D'accord ? Ça, vous pouvez le faire en exercice, c'est pas très difficile. Il suffit de regarder juste ce que ça veut dire, et puis d'appliquer ça, puis d'appliquer juste la transposée. On n'a même pas besoin d'aller chercher, pour ces formules, d'aller chercher les applications linéaires qui sont derrière, comme on a eu besoin pour montrer ça, quoi, hein, par exemple. Voilà. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Voilà, on a associé à un objet qui est l'application linéaire, une matrice pour faire du calcul, mais en même temps, on a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on a fait un choix de base. Et ces choix sont jamais innocents. Il faut maintenant savoir à quel point notre choix a été influent, et c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris une autre base. Donc, quand on change de base, comment tous ces calculs vont être transformés? En même temps, y a-t-il moyen de les transformer pour avoir des objets, donc des matrices les plus simples possibles, simples voulant dire bah, on aime bien qu'il y ait des zéros, voilà. Après, s'il faut choisir avec des éléments non nuls, autant que ce soit un 1, puis après, bah, on verra. Voilà. Donc, voilà les deux problèmes. Quelle est l'influence du choix de base? Et peut-on influencer favorablement le choix de base? Alors, quand on change de base, eh ben, un changement de base est codé par ce qu'on appelle une matrice de passage, P, matrice de passage de E dans E', on va l'écrire comme ça, qui est par définition, alors on va en donner deux définitions. D'une part, c'est la matrice de l'identité, mais on part de E' et on va dans E, d'accord? Ou alors, disons-le plus simplement, on écrit la base E' en colonne dans la base E, puisque effectivement, E', c'est id E,
de E'. D'accord? Donc on regarde, c'est ça la définition de la matrice, on regarde IE de E' et on le regarde dans la base E, c'est-à-dire E' en colonne dans la base E. E' on l'appellera la nouvelle base, E on l'appelle l'ancienne base, puisqu'on est changé, on a décidé de partir, de déménager de E vers E'. La première chose, c'est un vecteur. On prend un vecteur U de E, d'accord, et on change de base. Alors, on rappelle que la matrice de UE a été définie comme la matrice d'une certaine application FU de 1. Donc, FU va de K dans E, mais la base de K, c'était 1, et là, la base, c'est E. Donc, en fait, on va avoir le résultat que dans l'ancienne base, il s'écrit P, avec cette matrice, fois dans la nouvelle base. C'est peut-être contre-intuitif, on aurait imaginé que P, puisqu'il nous amène de E dans E', que ce soit l'inverse. Ben non, il faut se rappeler que c'est dans ce sens-là. Alors comment on le montre? On revient à la définition. La matrice de U dans E, c'est la matrice de ce F de U, d'accord, qui est déterminée par le fait que 1 a pour image U, et dans ces bases-là. Donc maintenant, j'écris FU, comme FU va de K dans E, je le prolonge par l'identité de E dans E, d'accord? Donc c'est id U rond FU, ça c'est bien défini, toujours dans les mêmes bases. Et maintenant, je vais appliquer la formule, cette espèce de relation de Chasles de la multiplication matricielle. Donc ici, je mets id E, ici, je mets FU, d'accord? Et ici, je mets 1 E'. Et là, c'est par définition la matrice P, d'accord? C'était la définition là. Et là, FU, ça, c'est ce qu'on appelle par définition, comme ici, la matrice de U, toujours le même U, puisque c'est toujours le même FU, mais dans la base E'. Voilà. Ensuite, des petites choses. La matrice de passage, maintenant, de E' vers E, c'est l'inverse de la matrice de passage de la base E vers la base E', avec, en plus, évidemment, que c'est inversible. C'est inversible, et cette matrice, donc là, les matrices de passage sont d'une base vers une autre, sont toutes inversibles, et l'inverse se fait en commutant les deux bases. L'ancienne devient la nouvelle, et la nouvelle devient l'ancienne. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va montrer ça? Ça, la matrice de id E, ici, comme ça c'est la matrice de passage de E' vers E, par définition. Ça, la matrice de passage, je ne mets pas le moins 1, la matrice de passage de E vers E', c'est ça, c'est ce qu'on a écrit là par définition. Maintenant, quand je fais le produit, j'ai id, rond id, mais id rond id, ça fait id. Et là, j'utilise ma relation de Chasles, donc j'ai de E' dans E', donc je mets que E', quand il n'y a qu'une seule base, je la mets toute seule, c'est une convention. Et ça, on a vu que c'est IN, d'accord? C'est cette fameuse matrice, parce que quand c'est la même base de départ et la même base d'arrivée pour l'identité, donc c'est que des 1, ça on l'a vu tout à l'heure. Et donc, IN, ne confondez pas matrice et application linéaire, ne confondez pas matrice identité et l'application, l'endomorphisme identité. Il y a quand même une matrice entre les deux et un choix de base. C'est surtout à cause de ce choix de base qu'il ne faut pas confondre. Si E, c'est Kn, et donc il est muni d'une base canonique, alors là, on peut effectivement identifier et parler de noyau d'une matrice, d'image d'une matrice. C'est quand on a bien spécifié les bases et que E, c'est Kn. D'accord? Bon, ça c'était une petite parenthèse. Et bref, on a montré que le produit ici, c'est l'identité. Donc elles sont, on a vu tout à l'heure que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Elles sont inversibles et inverses l'une de l'autre. On a vu au moment de la dualité que la matrice de passage de E, du dual de E vers le dual, vers le dual de E', peut s'écrire en fonction de la matrice de passage de E vers E'.
on prend la transposée et moins 1, et on a vu tout à l'heure que prendre la transposée puis moins 1, c'est pareil que moins 1 et prendre la transposée, donc je ne mets pas de parenthésage, hein, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et maintenant, f, s'il appartient à L de EF, donc maintenant, on regarde pour l'application linéaire. Pour l'application linéaire de E dans F, alors E va être muni de deux bases, une ancienne petite e, une nouvelle petite prime, et F va être muni de deux bases, une ancienne petite f et une nouvelle petite prime. J'appelle A la matrice de petit f de E dans F, B la matrice de F dans E' dans F', Q, P la matrice de passage de E dans E', Q la matrice de passage de F dans F', et j'ai cette formule que B est égal à Q moins A, A, P. On dira que B et A et B sont équivalentes, à pas confondre avec semblable, confondez jamais, mais on le verra après. Alors, comment ça se démontre? Ben, vous pouvez le faire en exercice. En gros, au niveau des applications linéaires, ici vous avez F, et là vous avez identité, F, identité. Donc c'est bon, F égale l'identité rond. F rond l'identité. Maintenant, au niveau des bases, là, on va de E', donc c'est B, donc on va de E' vers F', mais P, on va de E' vers E, regardez, A, on va de E vers F, donc vous voyez qu'il y a la relation de Chasles, et Q-1, et bien Q-1, forcément, on va de Q, on allait de F' vers F, donc Q-1, on va de F vers F'. Voilà. Donc globalement, modulo cette relation de Chasles, on va de E' vers F', et c'est la matrice de F de E' vers F'. Donc c'est toujours la même chose. Tout s'écrit avec des... Tout ça, ça se démontre avec des relations de Chasles. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Là maintenant, on est content parce qu'on va pouvoir calculer. C'est-à-dire qu'on a un objet un peu abstrait, qui a l'avantage par son abstraction de recueillir tous les problèmes du monde, en quelque sorte. Bon, pas tous, hein, évidemment. Alors, cet objet est abstrait, on l'a transformé en un objet concret, la matrice, et on va pouvoir faire du calcul pour... et ce calcul va raconter des choses sur cet objet. Le problème, on se rend compte assez rapidement qu'il a fallu définir des bases, et là c'est un petit peu embêtant. On dit « je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire », mais on peut dire aussi « je ne pense qu'en cartes, c'est la faute à Descartes ». C'est bien beau de calculer, mais ces histoires de base ne déterminent pas totalement F. C'est comme si, bon, vous allez pouvoir déterminer quelqu'un, une personne, un individu par son ADN, peut-être par son numéro de sécurité sociale ou des choses comme ça oui, mais pas par les chaussures qu'il porte. Parce que les chaussures, il peut changer. Et là, des bases, on peut changer de base. Bon. Alors, comment on va faire pour sortir de ce pacte faustien? Eh bien, en regardant à partir de F, en lui assignant non pas la matrice de F dans des bases fixées, mais dans toutes les bases possibles. D'accord? Donc je fais parcourir à E toutes les bases de grand E et à petit f toutes les bases de F. Et là, j'ai un ensemble de matrices, on va dire une classe assez rapidement. C'est à ce prix-là que je vais me dédouaner de l'influence des bases. Voilà, en les prenant toutes comme ça, c'est indépendant du choix, d'accord, de base. Alors, maintenant, c'est là où on tombe sur la définition naturelle. Deux matrices vont être équivalentes si elles sont dans un même ensemble comme ceci, c'est-à-dire si elles représentent la même application linéaire, c'est-à-dire, si on veut le dire plus concrètement, A
va être la matrice de f dans les bases EF, mais B, la matrice de f dans des bases E'F'. Voilà. Donc, évidemment, c'est une relation d'équivalence dont on va étudier et caractériser les classes. Pourquoi c'est une relation d'équivalence? Parce que c'est une relation qui est en gros régentée par le mot même. À partir du moment où c'est même, c'est évidemment réflexif, symétrique et transitif à cause de la réflexivité, de la symétrie et de la transitivité du mot même. Donc, ça va être une relation d'équivalence, et donc on va étudier les classes, voilà les classes, et on va les caractériser. Ça va être ça, les théorèmes importants, caractérisation des classes. D'abord, une première chose qu'on a vue, mais qu'on va pouvoir dire autrement, c'est que A et B sont équivalentes, c'est-à-dire A est sous cette forme, B sous cette forme, si et seulement si il existe P dans GLN et Q dans GLM. Alors ça veut dire P inversible, Q inversible, parce que ce sont des matrices de passage, telles que B égale Q-1 AP. Effectivement, quand on a une matrice de passage, c'est-à-dire une matrice inversible, ça nous donne un changement de base. Et inversement, quand on a un changement de base, on a une matrice de passage, donc une matrice inversible. Donc la donnée d'une matrice inversible revient à la donnée d'un changement de base à partir de bases fixées. Ici, quelques petits rajouts. D'abord, j'aurais pu me dispenser du -1 ici. Ça peut être pratique dans certains problèmes, d'accord? Parce que Q-1 peut être vu comme une matrice inversible. Le tout, c'est que Q et P, je ne suis pas en train de dire ce sont les matrices de passage. Donc à partir du moment où je ne précise pas qui sont Q et P, je peux mettre QAP. Bon, Q-1 AP, c'est parce que ça nous rappelle que ce sont des matrices de passage. Bon, rappelez-vous bien le -1 d'abord, le P après, si vous voulez que ce soit des matrices de passage, ça c'est essentiel. Ensuite, il y a des gens qui vont montrer que la relation A et B sont équivalentes est bien une relation d'équivalence par cette relation-là. Vous pouvez le faire. Par exemple, la réflexivité, il faut prendre P égale identité, Q égale identité, d'accord. Mais vous pouvez faire la réflexivité, la transitivité, la symétrie, mais ça va être du calcul pour rien. Vous voyez que quand on se met, au lieu de se mettre au niveau des matrices, on se met au niveau des applications linéaires, c'est beaucoup plus rapide. D'accord? Vous dites, il y a le mot même, c'est fini. Bon, donc ça c'était important. Alors maintenant, on dit on va étudier, maintenant on va caractériser les classes. Ça c'est important. Alors maintenant, on va définir le rang de A. Le rang de A, c'est la dimension de l'espace im de A. Im de A, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de A. Bon, ça c'est assez clair quand on voit A canoniquement comme un endomorphisme de Kn dans Km. Maintenant, ce rang, on va voir qu'il va jouer un rôle fondamental, comme il joue en algèbre linéaire, il va le jouer dans les matrices. C'est-à-dire que A et B sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Alors, notez qu'il y a un lien entre le rang de A et le rang de F. Ce lien, il vient tout simplement du fait que les colonnes de A, c'est les images de la base, et donc im de A, sauf que im de A est vu dans Km, il est de même dimension que im de F, et im de F, il est vu dans grand F. Mais grand F, grâce à la base petit f, est assimilé à Km. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si A et B sont équivalentes, alors elles ont même rang, puisqu'elles codent la même application linéaire, petit f, donc c'est le rang de petit f. Maintenant, c'est la réciproque qui est un petit peu plus difficile.
Allons-y. On suppose que A et B ont même rang, il faut montrer qu'elles sont équivalentes. Évidemment, il est hors de question d'essayer de trouver P et Q. On a beau être un super calculateur, ce sont des choses trop énormes. Faut faire attention au mirage du calcul, hein, quand même. Donc il faut aller transposer ça là-dedans. Donc je vais prendre petit f. Je vais montrer en fait que si A, c'est la matrice d'un petit f, comme c'est ici, d'accord? Et bien A est équivalente, donc je mets comme ça équivalente, à cette matrice. D'ailleurs, je l'appelle I indice R. Bon, on lui donnera un nom plus tard. Hein, c'est I indice R, bon, quelque chose. Alors c'est une matrice rectangulaire. Hein. Je pars de 1 en haut à gauche et je mets des 1 comme ça en diagonale. Alors c'est pas tout à fait une diagonale, hein, c'est une diagonale par rapport à ça, parce que ça c'est rectangulaire, c'est pas carré. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Je vais de 1 à droite et 1 en bas, 1 à droite et 1 en bas, à partir de tout en haut et tout à gauche. Et là, je vais en mettre R, c'est-à-dire exactement le rang de F, qui est aussi le rang de A. Et maintenant, je vais montrer que A est équivalente à cette matrice-là, ce qui va faire que comme B a même rang que A, ben B va avoir pour rang R, et B va être équivalente aussi à cette même matrice, et donc, par transitivité de l'équivalence, ben A va être équivalente à B. Donc il suffit de montrer que A est équivalente à ça. Donc on y va, on attaque ker F. Ker F, d'après la formule du rang, est de dimension n-r. Donc je peux trouver une base qui va être de la forme E'(R plus 1 jusqu'à E'(n). Effectivement, là, hein, la loi des intervalles, ça fait qu'il y en a bien n-r. Et cette base est forcément une partie libre de E, et je vais la compléter en une base de E. D'accord? Donc ça, c'est une base de E. Maintenant, je vais regarder f de E'1, f de E'(R), donc les R premiers, et je vais regarder une combinaison linéaire nulle de cette famille. Alors, par linéarité de f, je peux l'écrire f de la combinaison linéaire est nulle. Donc ça veut dire que l'élément, la combinaison linéaire des E'(i) correspondant i de 1 à r est dans le noyau, mais c'est aussi dans la famille, dans le sous-espace engendré par E'1, E'(r). Mais comme ça, c'est le complété d'une base de ker f, ben ça, ces deux sous-espaces sont supplémentaires. On n'a pas besoin de temps, ils ont juste une intersection nulle en fait. Et ben, il y a une intersection nulle, donc cette combinaison linéaire est nulle. Et ce qui veut dire, comme E'1, E'(r) fait partie d'une base, elle est libre, et donc les lambda-i sont nuls. Ce qui veut dire que les f de E'(i), de 1 à r, bah, ça forme une partie libre. Une partie libre de quoi? Évidemment, une partie libre de l'image, hein, puisqu'on est dans l'image, grand F. Et bien donc, cette partie libre, on va la compléter en une base de F. Voilà. On a construit deux bases. Celle-là, on va l'appeler F'. Donc, une base E' et une base F'. Regardons ces bases. Et bien maintenant, vous voyez, les E'1, E'(r) sont là. Les E'(R plus 1, E'(n) sont là. Maintenant, vous voyez, on comprend ça, puisqu'il n'y a que des zéros, puisqu'ici c'est le noyau. Maintenant, E'1, son image, c'est f de E'1, évidemment, par f. Et bien donc, ici, d'accord, on va avoir un 1, puisque f de E'1, c'est le vecteur qui est là. Donc les f de E'1 jusqu'à f de E'(r), ils sont là. Donc à chaque fois, on va avoir un 1 là, comme pour la matrice identité. Hein, vous voyez, voilà. Ce qui veut dire que cette matrice-là, voilà, c'est terminé après. Cette matrice-là, c'est la matrice de petit f dans les bases E' et F'. Ce qui veut dire que A et cette matrice codent bien, représentent bien
la même application linéaire f, dans des bases différentes évidemment, et donc elles sont équivalentes. D'accord ? Voilà, elles sont équivalentes et on a montré le théorème, c'est terminé. Alors maintenant, évidemment, il reste à savoir faire du calcul de rang. Bon, ça on ne le verra pas dans ce cadre-là, je vous laisse le regarder, c'est vraiment des techniques et des algorithmes. Il y a un algorithme qui permet de calculer le rang. Cet algorithme, vous le connaissez, c'est l'algorithme du pivot de Gauss, c'est-à-dire qu'à partir d'une matrice, on fait des manipulations sur les lignes et les colonnes, des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, et à partir de ces... à la fin, on compte le nombre d'éléments non nuls qu'on va avoir sur une certaine diagonale, et ça va nous donner le rang. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus efficace que si on voulait montrer que A et B sont équivalentes, en cherchant explicitement à résoudre cette équation qui est absolument monstrueuse. Voilà. Bien, on ne va pas terminer sur les matrices sans compter un petit peu, et pour ça il nous faut un corps fini. Bon, on va regarder l'espace des matrices de Mn, donc de petit m ligne n colonne, à coefficient dans K. Le cardinal de K, ça va être un nombre qu'on appelle en général Q dans la littérature, ça date de Gauss, donc on respecte. Et on regarde le cardinal de l'espace des matrices, ça c'est pas difficile, mais plus délicat, et c'est là où on va voir si on a compris en fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Quel est, là ce sera plus l'espace, quel est le cardinal de l'ensemble, des matrices de M, Mn, de K, de rang R. Hein, vous voyez bien que c'est plus un espace, hein, c'est juste un ensemble. Il n'y a pas de raison que quand on ajoute deux matrices de rang R, ça donne du rang R. Alors, bon, le premier, c'est facile. Ça, c'est un espace vectoriel. Donc, il a une base. Et puis, cette base possède M, N éléments. Entre parenthèses, j'en ai pas encore parlé, mais il possède une base canonique. Hein, c'est ce qu'on appelle les matrices élémentaires, où vous mettez juste un 1 quelque part. Et puis, le reste, c'est que des zéros. Et ce quelque part, c'est le choix d'une ligne et d'une colonne. Donc il y a M, N choix. Donc, à partir du moment où le cardinal d'une base c'est Mn, eh ben, on sait que le cardinal de l'espace c'est Q puissance Mn. Bon, ça c'est clair. Maintenant, pour le cardinal qu'on va trouver de l'ensemble des matrices de taille rectangulaire, hein, de taille Mn, de rang R. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, mais je vais faire des rappels parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on n'en a pas fait. Quel est le nombre de parties libres à k éléments dans Kn? Bien sûr, petit k, c'est inférieur à n. Et ben, je vous rappelle, hein, ça c'est un petit peu dans l'esprit du théorème de la base incomplète. La partie constructive du théorème de la base incomplète, on part d'un élément non nul, donc dans l'espace Kn, il y a Q puissance n éléments, moins 1 parce qu'il est non nul, on enlève. Et ensuite, Q puissance n, on va en choisir un deuxième, mais qui n'est pas sur la droite engendrée par le premier. Évidemment, ça fait Qn moins Q, puisqu'une droite, et de cardinal, Q puissance 1, puisque c'est de dimension 1. Puis ensuite, ces deux-là vont former une partie libre, donc ils vont engendrer un espace dont ils sont une base, et il va falloir choisir notre troisième élément hors de cet espace, donc de ce plan, puisque une partie libre engendre à deux éléments, engendre un plan. Donc un plan, ça a Q puissance 2 éléments qu'il va falloir éviter, etc. etc. Et au bout de K coups, puisqu'on cherche K éléments, eh ben, on va jusqu'à Qn moins K moins 1 pour qu'on ait K facteur ici. Donc ce qui fait qu'on a un nombre que je vais appeler CKn de Q. Bon,
juste là comme ça. Hein. Le nombre de bases, ben, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une base? Vous savez que c'est une partie libre à n éléments, donc c'est Cnn de Q. Voilà. Donc on va avoir n facteurs de Q puissance n-1 à Q puissance n moins Q puissance n-1. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un truc, normalement, ceux qui suivent hein, depuis le début, ils le savent. Ça doit être. Alors, moins classique, le nombre de sous-espaces vectoriels de Kn. Hein, d'accord? Donc, on est en dimension n et on veut des sous-espaces vectoriels de dimension k. Hein, alors, ben oui, c'est CKN sur CK. K. Je vais mettre. Voilà. Oui, hein, pourquoi? Parce que vous prenez l'ensemble ici des parties libres à k éléments dans Kn. Donc ça, c'est des parties libres. D'accord? Et à chaque partie libre, vous lui associez un sous-espace vectoriel de dimension k. Bah oui, c'est le sous-espace que cette famille-là engendre. Au passage, hein, ça c'est la Grassmannienne, ce qu'on appelle la Grassmannienne, indice K, N de K. On peut l'écrire comme ça. Donc, maintenant, ben, inversement, donc ici, on a ce GRKN, et ici, on a l'ensemble des parties libres, ici, à K éléments dans Kn. Ici, hein, d'accord? Donc c'est l'ensemble. Maintenant, combien un élément ici possède de préimages? Chaque fois qu'on a une partie libre à k éléments qui engendre, donc ici on va avoir un sous-espace f, d'accord? À chaque fois qu'on a un sous-espace donc de dimension k, f, et à chaque fois qu'on veut une partie libre à k éléments dans Kn qui engendre, ça revient à dire que c'est une base de f. Puisqu'une partie libre à k éléments qui va engendrer f, forcément, on sait que c'est une base, pour une question de dimension. Parce que f est de dimension k. Donc, on est amené à se demander combien il y a de bases de f. D'accord? Voilà. Et combien il y a de bases de f? C'est le nombre de bases de f, c'est CKK, puisqu'on a en dimension f et de dimension k. Donc maintenant, on applique notre lemme du berger, on voit ça comme des petits moutons, d'accord? Ici, c'est les moutons, ici, c'est le nombre de pattes de chaque mouton, et donc, en tout, on va recouvrir tout cet ensemble-là, qui est de cardinal là, et en fait, pour passer de là à là, étant donné que chaque élément a le même nombre d'antécédents, ce qui veut dire que chaque mouton a le même nombre de pattes, on divise par le cardinal du nombre de pattes. Donc on divise le cardinal de cet ensemble par le cardinal de la préimage de chaque élément. D'accord? Voilà. Donc toujours la même idée que si vous voulez compter des moutons, il faut regarder les pattes et diviser par 4, puisque chaque mouton a 4 pattes. Donc ici, c'est CKN sur CKK, et on a ceci, ce cardinal. Là maintenant, on va pouvoir attaquer l'ensemble des matrices de rang R. Et maintenant, on va suivre un petit peu l'idée de la preuve des matrices équivalentes, qui est quand même une preuve assez classique, et c'est bien de connaître quelques grandes preuves classiques pour pouvoir les adapter à des situations. Là, ici, c'est tout à fait le cas. À F donné, on prend une matrice de rang R, donc c'est lié au théorème du rang hein, qu'on vient de montrer, hein, c'est ça que j'essaye d'exprimer. Donc on va plutôt regarder ces matrices-là du côté des applications linéaires, parce que c'est plus souple. On va prendre F
une application linéaire de E dans F, alors E est de dimension n et F de dimension m, et là on est en rang R. Petit f on lui associe son noyau et son image. Alors son noyau, d'après la formule du rang, c'est un sous-espace de E de dimension n-r, donc on va dire que c'est dans ce qu'on va appeler la grassmannienne des sous-espaces de dimension n-r de E, et im de f, qui lui est un sous-espace de grand F de dimension R, par définition, du rang d'une application linéaire. Voilà. Maintenant, on fixe KI, donc là-dedans, donc on fixe un élément, on va essayer de faire exactement pareil. On va montrer ici que dans cette application, donc ça va être un peu les moutons, et chaque mouton va avoir le même nombre de pattes, c'est-à-dire chaque élément ici va avoir le même nombre d'images réciproques. Donc maintenant, on fixe K là-dedans, I là-dedans, donc ils ont la même ça c'est un sous-espace de E de dimension n-r, I c'est un sous-espace de F de dimension R, et on va regarder toutes les applications linéaires qui ont la bonne, telles que ker de f égale k et im de f égale i. Alors comment je vais faire? D'abord je vais fixer une base de k, d'accord, exactement comme j'ai fait dans mon théorème du rang, et je vais compléter en une base de e. Donc ma base de k, je vais l'appeler er plus 1 en, et ma base de e, e1 jusqu'à er. Bon, on avait mis des primes, mais là c'est pareil. Voilà. Alors maintenant, f est déterminé par quoi? Petit f est déterminé par, on le sait, de façon unique, par l'image d'une base. Mais maintenant, il y a des contraintes. D'abord, l'image de er plus 1 en, ça va être forcément 0, puisqu'ils sont dans le noyau. Donc déjà, là, il n'y a rien à faire. Ça va être envoyé sur 0. Maintenant, combien il y a de données possibles pour l'image de E1, ER? Eh bien, à partir du moment où im de f, c'est i, il faut que les f de E1, f de ER, forcément, engendrent i. Parce que il ne faudra pas compter sur eux pour engendrer quoi que ce soit, ça fait 0. D'accord? Donc, en fait, im de f, vous convainquez que c'est engendré par f de E1 jusqu'à f de ER. Mais dans la preuve, on avait vu que f de E1, f de ER, c'était une famille libre. Donc là, on va avoir pour base, c'est une famille libre à R éléments, exactement la dimension de I. Donc on va avoir donc ça, f de E1 jusqu'à f de ER est une base de I. Et inversement, à chaque fois que vous vous donnez une base de I, il suffit de regarder, d'accord, vous prenez F1 jusqu'à FR, une base de I, il suffit de se donner une application linéaire qui envoie E1 sur F1 jusqu'à ER sur FR, puis le reste sur 0, évidemment, pour que ça vérifie exactement ce qu'on veut que ça vérifie. Donc, le nombre de pattes, F, ne dépend que des bases de I. Voilà, donc ça va être uniquement déterminé par ceci, c'est-à-dire une base de I. Voilà. Alors, le cardinal maintenant de ça, je dis que c'est, maintenant je suis en train de calculer le nombre de pattes, c'est pas comme ici. Le nombre de pattes, c'est le nombre de moutons fois le nombre de pattes par mouton. Donc ici, le nombre de moutons, c'est ça on l'a calculé. Donc ça va faire alpha, lui c'est alpha n-r n sur alpha n-r n-r, d'après cette formule. La grassmannienne de f, ça va faire alpha r m sur alpha r r, d'après toujours cette formule. Et maintenant, le nombre de pattes, il faut multiplier par le nombre de pattes,
eh ben, c'est le nombre de bases d'un sous-espace de dimension R, c'est-à-dire alpha R R. Ici, pourquoi j'ai mis des alphas? Je suis désolé, j'avais pensé à alpha, mais ce sont des C, et c'est des C de Q, pardon. Alors après, on rajoute de Q, hein, comme on veut. Voilà. Désolé. J'avais pensé à alpha au début, puis après, c'est devenu C. Et on se rend compte que là, on peut simplifier. Donc ça nous fait le nombre de matrices de rang R, c'est égal au nombre d'applications linéaires dans F de rang R. Et ici, ça nous fait, ici, on a un nombre de parties libres. Un nombre de parties libres est divisé par un nombre de bases, mais pour n-r. Voilà, ça fait un petit exercice, ça vaut le coup. C'est typiquement des choses qu'on demande à l'écrit, c'est-à-dire des choses, on ne demande pas que ça à l'écrit, évidemment, hein. Il y a des choses plus simples que ça, mais des fois à l'écrit, on tombe sur des problèmes qui sont des adaptations d'un théorème, de la preuve d'un théorème connu, mais dans une situation, il faut se rappeler un petit peu de la preuve pour pouvoir s'en sortir. Et là, vous voyez qu'on a suivi pas à pas la preuve du théorème du rang pour calculer ce cardinal. Donc je trouvais que c'était intéressant et ça permet pour vous de tester si vous avez compris la preuve, si vous en rappelez bien, de la voir une deuxième fois sous une autre forme, etc. Voilà, c'est fini.